Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette cathédrale de la littérature fantastique. Ici, c'est jamais sans Maupassant. Guy de Maupassant, disciple de Flaubert et auteur de contes et de nouvelles fantastiques qui nous intéressent aujourd'hui. Le fantastique chez Maupassant est un reflet de ses propres angoisses bien plus que de son imaginaire. La peur, en tant que menace, en constitue l'élément essentiel. Elle ne naît pas d'un danger visible et rationnel, mais échappe au contraire à tout processus de rationalisation. Dans la plupart des récits, la nuit et la solitude créent les conditions d'émergence du fantastique. Il suffit alors d'un événement inattendu, d'une erreur de perception, d'une altération des sens auditifs mais surtout visuels, pour que la raison chancelle, pour que le récit bascule tout d'un coup dans l'étrange et l'angoisse. Chez Maupassant, et contrairement à la littérature fantastique traditionnelle, il n'est pas besoin de décors surnaturels. Le fantastique demeure toujours dans la réalité et n'en est que plus inquiétant. Après la peur, le horla et la chevelure que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois dans ce programme, voici 3 contes et nouvelles de Guy de Maupassant, successivement La Morte, 1887, Apparition, 1883, et La Main d'écorché, 1875. Je l'avais aimé éperdument. Pourquoi aime-t-on ? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir, et dans la bouche qu'un nom ? Un nom qui monte incessamment, qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, partout, ainsi qu'une prière. Je ne conterai point notre histoire, l'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontré et aimé, voilà tout. Et j'avais vécu pendant 1 an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole, enveloppée et liée, emprisonnée dans tout ce qui venait d'elle, d'une façon si complète que je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit, si j'étais mort ou vivant, sur la vieille terre ou ailleurs. Et voilà qu'elle mourut. Comment ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Elle rentra mouillée un soir de pluie, et le lendemain, elle toussait. Elle toussa pendant 1 semaine environ et prit le lit. Que s'est-il passé ? Je ne sais plus. Des médecins venaient, écrivaient, s'en allaient. On apportait des remèdes. Une femme les lui faisait boire. Ses mains étaient chaudes, son front brûlant et humide, son regard triste et brillant. Je lui parlais. Elle me répondait. Que nous sommes-nous dit ? Je ne sais plus. J'ai tout oublié, tout. Elle mourut.
Je me rappelle très bien son petit soupir si faible, le dernier. La garde dit « Ah !» Je compris. Je n'ai plus rien su, rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot. « Votre maîtresse !» Il me sembla qu'il l'insultait. Puisqu'elle était morte, on n'avait plus le droit de savoir cela. Je le chassai. Un autre vint qui fut très bon, très doux. Je pleurai quand il me parla d'elle. On me consulta sur 1000 choses pour l'enterrement. Je ne sais plus. Je me rappelle cependant très bien le cercueil, le bruit des coups de marteau quand on le cloua. Ah mon Dieu! Elle fut enterrée. Elle, dans ce trou. Quelques personnes étaient venues, des amis. Je me sauvai. Je courus. Je marchai longtemps à travers des rues. Puis je rentrai chez moi. Le lendemain, je partis pour un voyage. Hier, je suis rentré à Paris. Quand je revis ma chambre, notre lit, nos meubles, toute cette maison où était resté tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort, je fus saisi par un retour de chagrin si violent que je faillis ouvrir la fenêtre et me jeter dans la rue. Ne pouvant plus demeurer au milieu de ces choses, de ces murs qui l'avaient enfermé, abrité, et qui devaient garder dans leurs imperceptibles fissures 1000 atomes d'elle, de sa chair et de son souffle, je pris mon chapeau afin de me sauver. Tout à coup, au moment d'atteindre la porte, je passais devant la grande glace du vestibule qu'elle avait fait poser là pour se voir, des pieds à la tête chaque jour, en sortant pour voir si toute sa toilette allait bien, était correcte et jolie, des bottines à la coiffure. Et je m'arrêtais net en face de ce miroir qui l'avait si souvent reflété. Si souvent, qu'il avait dû garder aussi son image. J'étais là, debout, frémissant, les yeux fixés sur le verre plat, profond, vide, mais qui l'avait contenue tout entière, possédée autant que moi, autant que mon regard passionné. Il me sembla que j'aimais cette glace. Je la touchais. Elle était froide. Oh, le souvenir. Miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, un miroir horrible qui fait souffrir toutes les tortures. Heureux les hommes dont le cœur, comme une glace où glissent et s'effacent les reflets, oublie tout ce qu'il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré dans son affection, dans son amour. Comme je souffre. Je sortis et, malgré moi, sans savoir, sans le vouloir, j'allais vers le cimetière. Je trouvai sa tombe toute simple, une croix de marbre avec ces quelques mots.
Elle aima, fut aimée et mourut. Elle était là-dessous, pourrie, quelle horreur! Je sanglotais, le front sur le sol. J'y restais longtemps, puis je m'aperçus que le soir venait. Alors un désir fou, bizarre, un désir d'amant désespéré s'empara de moi. Je voulus passer la nuit près d'elle, dernière nuit, à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, on me chasserait. Comment faire? Je fus rusé. Je me levai et me mis à errer dans cette ville des disparus. J'allais. Comme elle est petite, cette ville à côté de l'autre, celle où l'on vit. Et pourtant, comme ils sont plus nombreux que les vivants, ces morts. Il nous faut de hautes maisons, des rues, tant de places, pour les 4 générations qui regardent le jour en même temps, boivent l'eau des sources, le vin des vignes et mangent le pain des plaines. Et pour toutes les générations des morts, pour toute l'échelle de l'humanité descendue jusqu'à nous, presque rien. Un chant, presque rien. La terre les reprend. L'oubli les efface. Adieu, adieu. Au bout du cimetière habité, j'aperçus tout à coup le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, où l'on mettra demain les derniers venus. Il est plein de roses libres, des cyprès vigoureux et noirs, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine. J'étais seul, bien seul. Je me blottis dans un arbre vert. Je m'y cachai tout entier, entre ses branches grasses et sombres, et j'attendis, cramponné au tronc comme un naufragé sur une épave. Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds, sur cette terre pleine de morts. J'errais longtemps. Je ne la trouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant des tombes avec les mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même, j'allais sans la trouver. Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route. Je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées. Je lisais les noms avec mes doigts, en les promenant sur les lettres. Quelle nuit! Je ne la trouvais pas. Pas de lune. Quelle nuit! J'avais peur. Une peur affreuse dans ces étroits sentiers, entre 2 lignes de tombes. Des tombes, toujours des tombes. À droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout, des tombes. Je m'assis sur une d'elles, car je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur, et j'entendais autre chose aussi. Quoi? Un bruit confus, innommable. Était-ce dans ma tête affolée, dans la nuit impénétrable, ou sous la terre mystérieuse,
sous la terre ensemencée de cadavres humains. Ce bruit, je regardais autour de moi. Combien de temps suis-je resté là? Je ne sais pas. J'étais paralysé par la terreur. J'étais ivre d'épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certes, elle remuait, comme si on l'eût soulevée. D'un bond, je me jetai sur le tombeau voisin et je vis, oui, je vis la pierre que je venais de quitter se dresser toute droite et le mort apparut. Un squelette nu qui, de son dos courbé, la rejetait. Je voyais très bien, quoique la nuit fût profonde. Sur la croix, je pus lire « Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. Il aimait les siens, fut honnête et bon, et mourut dans la paix du Seigneur. » Maintenant, le mort aussi lisait ces choses écrites sur son tombeau. Puis il ramassa une pierre dans le chemin, une petite pierre aiguë, et se mit à les gratter avec soin, ces choses. Il les effaça tout à fait, lentement, regardant de ses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées. Et du bout de l'os qui avait été son index, il écrivit en lettres lumineuses comme ces lignes qu'on trace au mur avec le bout d'une allumette. Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. Il hâta par ses duretés la mort de son père dont il désirait hériter. Il tortura sa femme, tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, vola quand il le put, et mourut misérable. Quand il eut achevé d'écrire, le mort immobile contempla son œuvre, et je m'aperçus, en me retournant, que toutes les tombes étaient ouvertes, que tous les cadavres en étaient sortis, que tous avaient effacé les mensonges inscrits par les parents sur la pierre funéraire pour y rétablir la vérité. Et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, fourbes, calomniateurs, envieux, qu'ils avaient volés, trompés, accompli tous les actes honteux, tous les actes abominables, ses bons pères, ses épouses fidèles, ses fils dévoués, ses jeunes filles chastes, ses commerçants probes, ses hommes et ses femmes dits irréprochables. Ils écrivaient tous en même temps, sur le seuil de leur demeure éternelle, la cruelle, terrible et sainte vérité que tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre. Je pensais qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe. Et sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils entr'ouverts, au milieu des cadavres, au milieu des squelettes, j'allais vers elle, sûr que je la trouverais aussitôt. Je la reconnus de loin, sans voir le visage enveloppé du suaire. Et sur la croix de marbre où tout à l'heure j'avais lu « Elle aima, fut aimée et mourut », j'aperçus, étant sortie un jour pour tromper son amant, elle eut froid sous la pluie et mourut. Il paraît qu'on me ramassa
inanimé, au jour levant, auprès d'une tombe. Apparition. On parlait de séquestration à propos d'un procès récent. C'était à la fin d'une soirée intime rue de Grenelle dans un ancien hôtel et chacun avait son histoire, une histoire qu'il affirmait vraie. Alors, le vieux marquis de la tour Samuel, âgé de 82 ans, se leva et vint s'appuyer à la cheminée. Il dit de sa voix un peu tremblante: « Moi aussi, je sais une chose étrange, tellement étrange, qu'elle a été l'obsession de ma vie. Voici maintenant 56 ans que cette aventure m'est arrivée, et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Il m'est demeuré ce jour-là une marque, une empreinte de peur, me comprenez-vous? Oui, j'ai subi l'horrible épouvante pendant 10 minutes, d'une telle façon que depuis cette heure, une sorte de terreur constante m'est restée dans l'âme. Les bruits inattendus me font tressaillir jusqu'au cœur. Les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir me donnent une envie folle de me sauver. J'ai peur la nuit, enfin. Oh, je n'aurais pas avoué cela avant d'être arrivé à l'âge où je suis. Maintenant, je peux tout dire. Il est permis de n'être pas brave devant les dangers imaginaires quand on a 82 ans. Devant les dangers véritables, je n'ai jamais reculé, mesdames. Cette histoire m'a tellement bouleversé l'esprit, a jeté en moi un trouble si profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l'ai même jamais raconté. Je l'ai gardé dans le fond intime de moi, dans ce fond où l'on cache les secrets pénibles, les secrets honteux, toutes les inavouables faiblesses que nous avons dans notre existence. Je vais vous dire l'aventure telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. Il est bien certain qu'elle est explicable, à moins que je n'ai eu mon heure de folie. Mais non, je n'ai pas été fou, et je vous en donnerai la preuve. Imaginez ce que vous voudrez. Voici les faits, tout simples. C'était en 1827, au mois de juillet. Je me trouvais à Rouen en garnison. Un jour, comme je me promenais sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis, par instinct, un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis 5 ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé, comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après un an d'une félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte subitement d'une maladie de cœur, tuée par l'amour lui-même, sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement,
et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rongé par la douleur, si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. Puisque je te trouve ainsi, me dit-il, je te demanderai de me rendre un grand service, c'est d'aller chercher chez moi, dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde, je ne rentrerai dans cette maison. Je te donne la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant, et la clé de mon secrétaire. Tu remettras en outre un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Mais viens déjeuner avec moi demain, et nous causerons de tout cela. Je lui promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à 5 lieues de Rouen environ. J'en avais pour 1 heure à cheval. À 10 heures, le lendemain, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête-à-tête, mais il ne prononça pas 20 paroles. Il me pria de l'excuser. La pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre où gisait son bonheur le bouleversait, me disait-il. Il me parut en effet singulièrement agité, préoccupé, comme si un mystérieux combat se fît livrer dans son âme. Enfin, il m'expliqua exactement ce que je devais faire. C'était bien simple. Il me fallait prendre 2 paquets de lettres et une liasse de papiers enfermés dans le premier tiroir de droite du meuble dont j'avais la clé. Et il ajouta : « Je n'ai pas besoin de te prier de n'y point jeter les yeux. » Je fus presque blessé de cette parole, et je le lui dis un peu vivement. Il balbutia : « Pardonne-moi, je souffre trop. » Et il se mit à pleurer. Je le quittai vers 1 heure pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux, et j'allais au grand trot à travers les prairies, écoutant des chants d'alouettes et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis j'entrai dans la forêt, et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage, et parfois j'attrapais une feuille avec mes dents et je la mâchais avidement, dans une de ces joies de vivre qui vous emplissent, on ne sait pourquoi, d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable, d'une sorte d'ivresse de force. En approchant du château, je cherchais dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier, et je m'aperçus avec étonnement qu'elle était cachetée. Je fus tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de mes commissions. Puis je songeais que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût. Mon ami avait pu d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde, dans le trouble où il était. Le manoir semblait abandonné depuis 20 ans. La barrière, ouverte et pourrie, tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées, et on ne distinguait plus les plateformes du gazon. Au bruit que je fis en tapant à coups de pied dans un volet, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je sautai à terre et je remis ma lettre. Il la lut, la relut, la retourna, me considéra en dessous, mit le papier dans sa poche et prononça : « Eh bien,
Qu'est-ce que vous désirez? Je répondis brusquement. Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. Il semblait atterré. Il déclara: Alors, vous allez dans sa chambre? Je commençais à m'impatienter. Parbleu, mais est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger par hasard? Il balbutia: Non, monsieur, mais c'est qu'elle n'a pas été ouverte depuis... Si vous voulez m'attendre 5 minutes, je vais aller voir si... Je l'interrompis avec colère. Ah, ça, voyons, vous vous fichez de moi. Vous n'y pouvez pas entrer, puisque voici la clé. Il ne savait plus que dire. Alors, monsieur, je vais vous montrer la route. Montrez-moi l'escalier et laissez-moi seul. Je la trouverai bien sans vous. Mais, monsieur, cependant... Cette fois, je m'emportais tout à fait. Maintenant, taisez-vous, n'est-ce pas, ou vous aurez affaire à moi. Je l'écartai violemment et je pénétrai dans la maison. Je traversai d'abord la cuisine, puis 2 petites pièces que cet homme habitait avec sa femme. Je franchis ensuite un grand vestibule, je montai l'escalier et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je ne distinguais rien d'abord. Je m'arrêtai, saisi par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes. Puis, peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité et je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou d'une tête, comme si on venait de se poser dessus. Les sièges semblaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entr'ouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour et je l'ouvris, mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayai même de les casser avec mon sabre sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles, et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre, je renonçai à l'espoir d'y voir plus clair, et j'allai au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil. J'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que 3 paquets, que je savais comment reconnaître, et je me mis à les chercher. Je m'écarquillais les yeux à déchiffrer les suscriptions quand je crus entendre, ou plutôt sentir, un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffe. Mais au bout d'une minute, un autre mouvement, presque indistinct, me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine, que je ne voulus pas me retourner, par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde des liasses qu'il me fallait, et je trouvais justement la 3e, quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de fou à 2 mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté,
je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait, debout, derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Oh, personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge. On dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert, oh, souffert en quelques instants plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être. Mais elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouverais ma raison. Non, j'étais éperdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi, me faisait garder, presque malgré moi, une contenance honorable. Je posais pour moi, et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure que, dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit: « Oh, monsieur, vous pouvez me rendre un grand service ?» Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot. Un bruit vague sortit de ma gorge. Elle reprit: « Voulez-vous? Vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre. » Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil. Elle me regardait. « Voulez-vous? » Je fis un oui de la tête, ayant encore la voix paralysée. Alors, elle me tendit un peigne en écaille et elle murmura: « Peignez-moi, peignez-moi, cela me guérira. Il faut qu'on me peigne. Regardez ma tête, comme je souffre, et mes cheveux, comme ils me font mal. » Ces cheveux dénoués, très longs, très noirs, me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne, et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce, comme si j'eusse manié des serpents? Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts et je tressaille en y songeant. Je la peignais. Je maniais, je ne sais comment, cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouais et la dénouais. Je la tressais comme on tresse les crinières d'un cheval. Elle soupirait, penchant la tête, et semblait heureuse. Soudain, elle me dit:
m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Resté seul, j'eus, pendant quelques secondes, ce trouble effaré des réveils après les cauchemars. Puis je repris enfin mes sens. Je courus à la fenêtre et je brisai les contrevents d'une poussée furieuse. Un flot de jour entra. Je m'élançai sur la porte par où cet être était parti. Je la trouvai fermée et inébranlable. Alors, une fièvre de fuite m'envahit. Une panique, la vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les 3 paquets de lettres sur le secrétaire ouvert, je traversai l'appartement en courant, je sautai les marches de l'escalier 4 par 4, je me trouvai dehors, je ne sais par où, et, apercevant mon cheval à 10 pas de moi, je l'enfourchai d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtai qu'à Rouen, et devant mon logis. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvai dans ma chambre où je m'enfermai pour réfléchir. Alors, pendant 1 heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfantent les miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens, quand je m'approchai de ma fenêtre. Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon dolman était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton. Je les saisis un à un et je les jetai dehors avec des tremblements dans les doigts. Puis j'appelai mon ordonnance. Je me sentais trop ému, trop troublé pour aller le jour même chez mon ami. Et puis, je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ces lettres, dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi. On lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain, dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et n'était pas rentré. Je revins dans la journée, on ne l'avait pas revu. J'attendis 1 semaine, il ne reparut pas. Alors, je prévins la justice. On le fit rechercher partout, sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite du château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis 56 ans, je n'ai rien appris. Je n'ai rien de plus. La main d'écorché. Il y a 8 mois environ, un de mes amis, Louis R., avait réuni un soir quelques camarades de collège. Nous buvions du punch et nous fumions en causant littérature, peinture et en racontant de temps à autre quelques joyeusetés, ainsi que cela se pratique dans les réunions de jeunes gens. Tout à coup, la porte s'ouvre toute grande et un de mes bons amis d'enfance entre comme un ouragan. « Devinez d'où je viens » s'écrie-t-il aussitôt. « Je parie pour ma bille, » répond l'un. « Non, tu es trop gai. Tu viens d'emprunter de l'argent, d'enterrer ton oncle ou de mettre ta montre chez ma tante, » reprend un autre. Tu viens de te griser,
riposte un troisième. Et comme tu as senti le punch chez Louis, tu es monté pour recommencer. Vous n'y êtes point. Je viens de chez Pierre, en Normandie, où j'ai été passé 8 jours et d'où je rapporte un grand criminel de mes amis que je vous demande la permission de vous présenter. À ces mots, il tira de sa poche une main décorchée. Cette main était affreuse, noire, sèche, très longue et crispée. Les muscles, d'une force extraordinaire, étaient retenus à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de peau parcheminée. Les ongles jaunes, étroits, étaient restés au bout des doigts. Tout cela sentait le scélérat d'une lieue. « Figurez-vous, dit mon ami, qu'on vendait l'autre jour les défroques d'un vieux sorcier bien connu dans toute la contrée. Il allait au sabbat tous les samedis sur un manche à balai, pratiquait la magie blanche et noire, donnait aux vaches du lait bleu et leur faisait porter la queue comme celle du compagnon de Saint-Antoine. Toujours est-il que ce vieux gredin avait une grande affection pour cette main qui, disait-il, était celle d'un célèbre criminel supplicié en 1736 pour avoir jeté la tête la première dans un puits sa femme légitime, ce quoi faisant, je trouve qu'il n'avait pas tort, puis pendu au clocher de l'église le curé qui l'avait marié. Après ce double exploit, il était allé courir le monde et dans sa carrière aussi courte que bien remplie, il avait détroussé 12 voyageurs, enfumé une vingtaine de moines dans leur couvent et fait un sérail d'un monastère de religieuses. Mais que vas-tu faire de cette horreur? Nous écriâmes-nous. Eh, parbleu, j'en ferai mon bouton de sonnette pour effrayer mes créanciers. Mon ami, dit Henry Smith, un grand Anglais très flegmatique, je crois que cette main est tout simplement de la viande indienne conservée par le procédé nouveau. Je te conseille d'en faire du bouillon. Ne raillez pas, messieurs, reprit avec le plus grand sang-froid un étudiant en médecine aux 3/4 gris. Et toi, Pierre, si j'ai un conseil à te donner, fais enterrer chrétiennement ce débris humain, de crainte que son propriétaire ne vienne te le redemander. Et puis, elle a peut-être pris de mauvaises habitudes, cette main, car tu sais le proverbe, qui a tué tuera, et qui a bu boira, reprit l'Amphitryon. Là-dessus, il versa à l'étudiant un grand verre de punch, et l'autre l'avala d'un seul trait et tomba ivre-mort sous la table. Cette sortie fut accueillie par des rires formidables, et Pierre, élevant son verre et seulement la main, « Je bois, dit-il, à la prochaine visite de ton maître. » Puis on parla d'autre chose, et chacun rentra chez soi. Le lendemain, comme je passais devant sa porte, j'entrai chez lui. Il était environ 2 heures, et je le trouvais lisant et fumant. « Eh bien, comment vas-tu » lui dis-je. « Très bien, » me répondit-il. « Et ta main ?»« Ma main ? Tu as dû la voir à ma sonnette où je l'ai mise hier en rentrant. Mais à ce propos, figure-toi qu'un imbécile quelconque, sans doute pour me faire une mauvaise farce, est venu carillonner à ma porte vers minuit. J'ai demandé qui était là, mais comme personne ne me répondait, je me suis recouché et rendormi. » En ce moment, on sonna. C'était le propriétaire, personnage grossier et fort impertinent. Il entra sans saluer. « Monsieur, dit-il à mon ami, je vous prie d'enlever immédiatement la charogne que vous avez pendue à votre cordon de sonnette, sans quoi je me verrai forcé de vous donner congé. »« Monsieur, reprit Pierre,
avec beaucoup de gravité. Vous insultez une main qui ne le mérite pas. Sachez qu'elle a appartenu à un homme fort bien élevé. Le propriétaire tourna les talons et sortit comme il était entré. Pierre le suivit, décrocha sa main et l'attacha à la sonnette pendue dans son alcôve. « Cela vaut mieux, dit-il. Cette main, comme le frère il faut mourir des trappistes, me donnera des pensées sérieuses tous les soirs m'endormant. » Au bout d'une heure, je le quittai et je rentrai à mon domicile. Je dormis mal la nuit suivante. J'étais agité, nerveux. Plusieurs fois, je me réveillais en sursaut. À un moment même, je me figurais qu'un homme s'était introduit chez moi, et je me levais pour regarder dans mes armoires et sous mon lit. Enfin, vers 6 heures du matin, comme je commençais à m'assoupir, un coup violent frappé à ma porte me fit sursauter de mon lit. C'était le domestique de mon ami, à peine vêtu, pâle et tremblant. « Oh, monsieur !» s'écria-t-il en sanglotant. « Mon pauvre maître qu'on a assassiné !» Je m'habillai à la hâte et je courus chez Pierre. La maison était pleine de monde. On discutait, on s'agitait. C'était un mouvement incessant. Chacun pérorait, racontait et commentait l'événement de toutes les façons. Je parvins à grand-peine jusqu'à la chambre. La porte était gardée. Je me nommai. On me laissa rentrer. 4 agents de police étaient debout au milieu, un carnet à la main. Ils examinaient, se parlaient bas de temps en temps et écrivaient. 2 docteurs causaient près du lit sur lequel Pierre était entendu sans connaissance. Il n'était pas mort, mais il avait un aspect effrayant. Ses yeux, démesurément ouverts, ses prunelles dilatées semblaient regarder fixement avec une indicible épouvante une chose horrible et inconnue. Ses doigts étaient crispés. Son corps, à partir du menton, était recouvert d'un drap que je soulevais. Il portait au cou les marques de 5 doigts qui s'étaient profondément enfoncés dans la chair, et quelques gouttes de sang maculaient sa chemise. En ce moment, une chose me frappa. Je regardais par hasard la sonnette de son alcôve. La main d'écorché n'y était plus. Les médecins l'avaient sans doute enlevée pour ne point impressionner les personnes qui entraient dans la chambre du blessé, car cette main était vraiment affreuse. Je ne m'informais point de ce qu'elle était devenue. Je coupe maintenant, dans un journal du lendemain, le récit du crime avec tous les détails que la police a pu se procurer. Voici ce qu'on y lisait. Un attentat horrible a été commis hier sur la personne d'un jeune homme, monsieur Pierre B., étudiant en droit, qui appartient à une des meilleures familles de Normandie. Ce jeune homme était rentré chez lui vers 10 heures du soir. Il renvoya son domestique, le sieur Bouvin, en lui disant qu'il était fatigué et qu'il allait se mettre au lit. Vers minuit, cet homme fut réveillé tout à coup par la sonnette de son maître qu'on agitait avec fureur. Il eut peur, alluma une lumière et attendit. La sonnette se tut environ 1 minute, puis reprit avec une telle force que le domestique, éperdu de terreur, se précipita hors de sa chambre et alla réveiller le concierge. Ce dernier courut avertir la police et, au bout d'un quart d'heure environ, 2 agents enfonçaient la porte. Un spectacle horrible s'offrit à leurs yeux. Les meubles étaient renversés. Tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu entre la victime et le malfaiteur. Au milieu de la chambre,
sur le dos, les membres raides, la face livide et les yeux effroyablement dilatés, le jeune Pierre B. gisait sans mouvement. Il portait au cou les empreintes profondes de 5 doigts. Le rapport du docteur Bourdeau, appelé immédiatement, dit que l'agresseur devait être doué d'une force prodigieuse et avoir une main extraordinairement maigre et nerveuse, car les doigts qui ont laissé dans le cou comme 5 trous de balles s'étaient presque rejoints à travers les chairs. Rien ne peut faire soupçonner le mobile du crime, ni quel peut en être l'auteur. La justice informe. On lisait le lendemain dans le même journal « Monsieur Pierre B., la victime de l'effroyable attentat que nous racontions hier, a repris connaissance après 2 heures de soins assidus donnés par monsieur le docteur Bourdeau. Sa vie n'est pas en danger, mais on craint fortement pour sa raison. On n'a aucune trace du coupable. » En effet, mon pauvre ami était fou. Pendant 7 mois, j'allais le voir tous les jours à l'hospice où nous l'avions placé, mais il ne recouvra pas une lueur de raison. Dans son délire, il lui échappait des paroles étranges et, comme tous les fous, il avait une idée fixe. Il se croyait toujours poursuivi par un spectre. Un jour, on vint me chercher en toute hâte en me disant qu'il allait au plus mal. Je le trouvais à l'agonie. Pendant 2 heures, il resta fort calme. Puis tout à coup, se dressant sur son lit malgré nos efforts, il s'écria en agitant les bras et comme en proie à une épouvantable terreur « Prends-la! Prends-la! Il m'étrangle! Au secours! Au secours !» Il fit 2 fois le tour de la chambre en hurlant, puis il tomba mort, la face contre terre. Comme il était orphelin, je fus chargé de conduire son corps au petit village en Normandie où ses parents étaient enterrés. C'est de ce même village qu'il venait, le soir où il nous avait trouvés buvant du punch chez Louis R. et où il nous avait présenté sa main décorchée. Son corps fut enterré dans un cercueil de plomb, et 4 jours après, je me promenais tristement avec le vieux curé qui lui avait donné ses premières leçons dans le petit cimetière où l'on creusait sa tombe. Il faisait un temps magnifique. Le ciel tout bleu ruisselait de lumière, les oiseaux chantaient dans les ronces du talus, ou bien des fois, enfants tous deux, nous étions venus manger des mûres. Il me semblait encore le voir se faufiler le long de la haie et se glisser par le petit trou que je connaissais bien, là-bas, tout au bout du terrain, où l'on enterre les pauvres. Puis, nous revenions à la maison, les joues et les lèvres noires du jus des fruits que nous avions mangé, et je regardais les ronces. Elles étaient couvertes de mûres. Machinalement, j'en pris une et je la portai à ma bouche. Le curé avait ouvert son bréviaire et marmottait tout bas ses oremus, et j'entendais au bout de l'allée la bêche des fossoyeurs qui creusaient la tombe. Tout à coup, ils nous appelèrent. Le curé ferma son livre et nous allâmes voir ce qu'il nous voulait. Ils avaient trouvé un cercueil. D'un coup de pioche, ils firent sauter le couvercle et nous aperçûmes un squelette démesurément long, couché sur le dos, qui, de son œil creux, semblait encore nous regarder et nous défier. J'éprouvais un malaise, je ne sais pourquoi,
J'eus presque peur. « Tiens !» s'écria un des hommes. « Regardez donc, le gredin a un poignet coupé. Voilà sa main !» Et il ramassa à côté du corps une grande main desséchée qu'il nous présenta. « Mais donc, fit l'autre en riant, on dirait qu'il te regarde et qu'il va te sauter à la gorge pour que tu lui rendes sa main. »« Allons, mes amis, dit le curé, laissez les morts en paix et refermez ce cercueil. Nous creuserons autre part la tombe de ce pauvre monsieur Pierre. » Le lendemain, tout était fini, et je reprenais la route de Paris après avoir laissé 50 francs au vieux curé pour dire des messes pour le repos de l'âme de celui dont nous avions aussi troublé la sépulture. Vous avez écouté 3 nouvelles fantastiques de Guy de Maupassant, successivement La Morte, 1887, Apparition, 1883, et La Main d'écorché, 1875. Le fantastique a inspiré Maupassant très tôt, dès ses premières nouvelles, et notamment La Main d'écorché. Il faut y voir sans doute l'influence de son grand-père maternel, Paul le Poitevin, qui s'est adonné aux sciences occultes, du climat de l'époque qui voit le développement de l'hypnotisme et de tout ce qui touche au psychisme et à son dérèglement, ainsi que de la rencontre dans sa jeunesse du mystérieux poète Swinburne, chez lequel il découvre une main squelettique d'écorché. Pour terminer cette émission, je vous propose de reprendre un peu d'oxygène avec cette toute dernière et courte composition musicale de Stéphanie Bimon, 3e invention pour piano, composée et écrite en octobre dernier. Bonsoir.